Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur Cyberpod, un podcast qui traite de science-fiction et de fantastique sur tous les supports possibles et inimaginables auxquels l'espèce humaine a pu penser jusqu'à présent. Et donc aujourd'hui, nous allons discuter d'un jeu vidéo qui est l'ancêtre des jeux vidéo cyberpunk, puisque bien sûr il s'agit de Deus Ex, dont le premier opus, Deus Ex, est sorti en 1999 ou en 2000. Je crois que c'est en 1999, mais je suis pas trop sûr. En tout cas, la proximité établie clairement avec The Matrix est assez évidente, notamment au vu de l'esthétique. Alors moi, j'ai joué à ce jeu en 2001-2002, donc dans ces environs-là, je me souviens plus précisément, mais ce dont je me souviens par contre, et pourquoi je me souviens de ce jeu, tout d'abord parce que en fait, je sortais d'une séparation, et donc pour me sortir le vague à l'âme, on peut pas vraiment dire que j'ai choisi le jeu le plus joyeux qui soit, hein, puisque effectivement Deus Ex est un jeu donc dans un univers cyberpunk, donc c'est sombre avec quelques néons ici et là et quelques éclairages ici et là. Mais il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que le jeu en question, début 2000, c'est pas du tout les mêmes moteurs que l'on a à l'heure actuelle, quoi. Hein. Il y a 22, 23 ans qui sont passés maintenant. Deus Ex fonctionnait sur une version de l'Unreal Engine, donc bien connue maintenant, dans sa version 5.4, mais néanmoins dans cette version-là, c'était un contemporain d'Unreal Tournament. Donc on va dire que les polygones, on pouvait les voir à l'œil nu. Ce qui ne manquait pas nécessairement de charme d'ailleurs, parce que quand vous êtes obligé d'être un peu plus ingénieux, en tout cas quand vous avez des difficultés à montrer graphiquement quelque chose, vous êtes obligé de passer par d'autres méthodes, que ce soit des méthodes de narration, que ce soit des méthodes au niveau de l'audio, au niveau de la musique, peut-être une musique dynamique. Donc tous ces éléments en fait étaient intégrés dans ce jeu-là. C'était un jeu à la première personne, donc dans un environnement cyberpunk. Bon, il faut savoir aussi que, je dis c'est le grand-père, mais en fait il y a des jeux bien avant lui qui ont eu tout autant d'impact sur ce type d'univers. Je pense notamment à Syndicate, qui est un jeu des années 90, fait par Bullfrog, avec ce cher Peter Molineux, qui était un jeu très sympathique aussi, pour l'époque en tout cas, bien que graphiquement très limité, mais néanmoins c'était intéressant. Et on a repris, Deus Ex a repris ces éléments. Alors oui, quelques précisions. Donc ça a été développé par un studio texan Ion Storm, dont le directeur était Warren Spector, si ma mémoire est bonne. Et nous avions déjà au game design Harvey Smith, que l'on a retrouvé bien plus tard chez Arkane Studio pour que ce soit Dishonored ou que ce soit Prey, même s'il a fait d'autres jeux, bien entendu, avant. Donc vous avez tout ce mélange culturel à l'époque qui commence à avoir une adaptation interactive, donc dans le domaine du jeu vidéo. Bien sûr, The Matrix, ça arrive plus ou moins à quelques mois près, ça arrive plus ou moins au moment où Matrix a cartonné, donc quelques mois après, ou une année après, ou 2 années après, je sais plus. Pas très très important, mais il est clair que Matrix a marqué les esprits. Je veux dire, j'étais à la fin de ma vingtaine, donc forcément, je pense que comme tout le monde à cette époque-là, on a tous été très très marqués par ce film. Sachant que, enfin, très souvent les développeurs de jeux sont aussi des très grands fans de films. En tout cas, dans les années 90, début 2000, il était clair que nous étions tous pour la plupart d'entre nous, étaient très impressionnés par Matrix. Donc c'est une licence originale, mine de rien, qui va utiliser, un peu comme dans Syndicate, mais c'est toujours un mécanisme de jeu un peu particulier, donc le fait d'avoir un personnage sur lequel on intègre des implants, des petits circuits électroniques qui vont développer ses capacités. Bon, c'est un grand classique du cyberpunk et de ces thématiques-là, donc de voir de quelle manière les implants influencent, en tout cas dans la littérature, de quelle manière les implants influencent les êtres humains et les relations entre êtres humains, etc. Donc dans cette franchise, vous avez, qui donc a maintenant 24 ans, vous avez le premier Deus Ex,
Donc celui-ci, donc j'y ai joué, je l'ai fini. Je me rappelle l'avoir fini 2 fois, si ma mémoire est bonne. Deus Ex Invisible War, j'y ai pas du tout joué. Je crois que je l'ai testé, j'ai testé la démo, j'ai dit niet, j'en veux pas. Et par contre, Deus Ex Human Revolution, je l'ai acheté même, je l'ai précommandé quand il est sorti. Et vous avez aussi Deus Ex Mankind Divided, donc qui est sorti entre 2016 et 2018, je sais plus quand précisément, ou en 2015, je sais pas. Attendez, je vais voir ça immédiatement. En 2016, donc ok. Deus Ex Mankind Divided en 2016. Avec bien sûr des moteurs qui sont en tout cas bien plus évolués que ne l'était l'Unreal Engine, pardon, au début des années 2000. Et c'est presque le problème en fait, c'est que, alors peut-être qu'il y a un élément nostalgique, mais encore que je crois pas, parce que c'est vrai que c'était graphiquement très très limité, même pour l'époque, hein, en 3D. L'ambiance était relativement sombre. On n'est pas du tout dans un jeu où il y a beaucoup de couleurs, etc. On est vraiment dans une optique et une exploration d'un gameplay en particulier, ou de différentes options de gameplay en particulier, ce qui fait que en gros vous pouvez vous la jouer, en fait vous avez deux extrêmes, vous pouvez soit devenir un espèce de Terminator qui bute tout, et dans ce cas là c'est votre choix bien sûr, soit vous pouvez jouer les hommes invisibles ou les cyborgs invisibles on va dire, qui peuvent se faufiler un peu partout et qui peuvent atteindre leurs objectifs sans être vus par les ennemis. Donc ça ce sont les deux extrêmes, et finalement ce sont deux extrêmes qui ont été gardés dans l'ensemble de la série, dans l'ensemble de la franchise, enfin en tout cas pour les jeux auxquels j'ai joué, où vous pouvez effectivement modifier votre personnage de manière à ce que soit il soit plus résistant dès lors qu'on lui tire dessus, soit il peut devenir invisible et essayer de passer à travers un certain nombre d'obstacles et de personnages, qui lui permet aussi de faire des takedowns contre des personnages qui ne le voient pas, et donc de les étouffer, enfin ce genre de choses, bon, qui est effectivement, comme je dis maintenant, quelque chose de relativement classique pour ce type de jeu. La chose qui était moins classique par contre, notamment dans Deus Ex Human Revolution et Mankind Divided, c'est que vous avez des passages entre le jeu à la première personne et le jeu à la troisième personne, puisque dès lors que vous faites des takedowns, vous avez une caméra où votre personnage, on le voit à la troisième personne avec l'ennemi en face de lui, enfin peu importe où le placement se trouve, en tout cas la caméra fait en sorte de visualiser bien les deux personnages au moment où le takedown se fait au ralenti, etc. Donc avec toute une mise en scène finalement, qui parfois a son charme, qui parfois n'est pas négligeable à contempler, à regarder selon l'endroit où vous êtes, etc. Il y a quand même un référentiel cinéma, The Matrix, etc. qui est toujours un peu là, donc les ralentis, tout ça, est resté, je pense, ancré dans les têtes des développeurs quand ils ont mis en place ce type d'éléments. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que finalement, d'un point de vue gameplay, il y a vraiment beaucoup de très bonnes choses, parce que vous avez une loop, donc une boucle de jouabilité qui est plutôt intéressante, où vous passez de l'exploration, vous faites des takedowns, donc concernant un certain nombre de personnages si vous n'avez pas trop le choix, et vous avez des puzzles, j'arrive jamais à dire ce mot, puzzles, je préfère même le dire en anglais, même si mon anglais, ma prononciation fait défaut. Puzzle, ça fait longtemps que j'ai pas dit puzzle. Puzzle, c'est vraiment very puzzling indeed. C'est vraiment très compliqué à dire, je trouve, en français, puzzle. Donc au niveau de la jouabilité, du gameplay, c'est vraiment très correct, il n'y a rien à dire, c'est pas mal du tout. Il y a le passage aussi qui s'effectue entre les phases où vous êtes à la première personne et les phases à la troisième personne, pardon, sont aussi relativement bien, c'est bien produit, c'est bien fait. Les mini-jeux aussi, je les ai trouvés, les puzzles, en effet, je les ai trouvés excellents. Par contre, il y a une chose qui est évidente, c'est que donc le jeu est sorti en 2016, la dernière incarnation, et depuis il y a Cyberpunk 2077 qui est sorti, donc la comparaison, donc ce sont Deus Ex, malgré un titre très sexy, très sympa, ce sont des titres de jeux qui sont là depuis 24, bientôt 25 ans, quoi. Et c'est bien le problème, puisque Cyberpunk a ajouté une dimension supplémentaire au-delà de là. D'abord, ils adaptent un jeu de rôle, donc très connu, d'une part, et d'autre part, ils ont adapter ce jeu de rôle en environnement ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans des bâtiments, vous avez de
c'est de l'open bar, c'est de l'open space. Enfin, c'est tout ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas dans un milieu fermé. Hein. C'est comme dans GTA 4 ou 5, où vous pouvez prendre des véhicules, etc., etc. Donc, bon, je ne vais pas trop insister sur Cyberpunk. On fera à l'occasion de son propre podcast, certainement. J'y ai toujours pas joué, au passage, parce que ce sont des jeux qui, là, pour le coup, maintenant, commencent à bouffer énormément de temps. Et Deus Ex n'a pas cet aspect-là, n'a pas cet aspect monde ouvert. Vous êtes, en fait, plutôt dans un endroit, enfin pas dans un endroit, dans une sélection d'environnements qui sont pour la plupart plutôt fermés à dessein, donc pour éviter justement d'avoir à trop en faire. Et vous avez d'ailleurs c'était un des concepts de jeu des années 2000, fin des années 2000, début 2010, où vous aviez en fait un environnement central, c'est-à-dire un hub dans lequel vous vous trouvez, et ce hub vous permet ensuite de vous diriger vers d'autres niveaux de jeu qui ont d'ores et déjà donc cloisonné de manière à quand même laisser une impression d'ouverture, mais juste une impression d'ouverture. Là, de toute façon, vous êtes dans un environnement urbain qui est très claustrophobique, hein, plutôt Hong Kong, hein, ce genre de choses, donc qui donne l'impression d'avoir des rues relativement étroites, des immeubles relativement hauts. Vous êtes jamais finalement dans une impression comme dans Cyberpunk 2077 où vous avez de vastes terrains devant vous, etc. Là, on est plutôt non pas en vase clos, vous êtes quand même dans une ville dont vous visitez, dont vous voyez un certain nombre de quartiers, que ça soit de l'extérieur ou en rentrant dans un certain nombre de bâtiments, mais vous avez quand même une certaine limite en termes de territoire sur lequel vous pouvez jouer, quoi. Ce qui est évident, c'est que tout ça est question, comme d'habitude, ce sont des questions d'ordre budgétaire. Faire des jeux en monde ouvert, ça coûte très très cher, même si vous avez un tas de procédures. Au coup, vous utilisez justement de la création procédurale, ça demande à être retouché, ça demande à être adapté, ça demande à être stitché, recollé les uns aux autres pour faire en sorte que tout ait l'air vivant, correct, etc. Donc ça demande pas mal de travail. Ce type d'univers demande aussi beaucoup de travail, hein, dans le sens où tout doit donner l'impression que c'est relativement vivant. Maintenant, c'est peut-être un des reproches. Alors, il y a deux reproches que j'ai à faire à Deus Ex, dont je précise, il est ici, c'est que je l'ai apprécié. Hein. J'ai apprécié la boucle de jouabilité qui est offerte. Elle est offerte ailleurs. Hein. BioShock, c'est la même boucle. Les jeux, pour l'instant, dont je parle, sont des jeux en fait que j'apprécie et qui proposent plus ou moins la même boucle en termes de jouabilité. Hein. Donc, que ce soit BioShock, que ce soit Deus Ex, que ce soit Prey, même si j'en ai pas discuté encore, et que ce soit Dishonored, évidemment, pour moi, qui est en termes de jouabilité. Hein. Soyons très très clairs, en termes de jouabilité, Dishonored est le très haut du panier parce qu'il y a une souplesse en fait dans la jouabilité. Il y a une réactivité, une souplesse, mais justement qui est un petit peu absente de Deus Ex. C'est en effet le défaut que je lui trouve, ne pas être suffisamment souple en termes de gameplay par rapport à Dishonored. Parce que effectivement c'est la même approche, on fait plus ou moins les mêmes choses, même s'il y a un certain nombre de différences, puisque c'est pas le même type d'univers, donc forcément les armes que vous avez dans un environnement futuriste sont pas les mêmes que dans un environnement qui fait référence au 19e siècle, mais néanmoins, ce sont des gameplays qui se rapprochent l'un de l'autre et qui peuvent être comparés. Et dans Deus Ex, c'est un petit peu rigide. Hein. Je pense que c'est essentiellement, on trouve cette rigidité dans la manière dont les personnages bougent, donc l'animation des personnages est un peu rigide, les animations, tout ce qui est facial, en fait, les animations faciales aussi, c'est pareil, c'est très très rigide, ça manque de souplesse. C'est le problème de ce jeu, c'est qu'il donne l'impression d'être un peu robotisé, quoi, hein, et pas du tout aussi naturel. Il y a l'approche en effet naturalistique qui a été, je veux dire, je sais pas si c'est une conséquence des process de travail, la manière dont ils envisagent le projet en lui-même. Il y a quelque chose de très très robotique. Je pense que c'est presque dû aux limites du moteur qui a été utilisé, en fait, qui ne permet pas la même souplesse que l'Unreal Engine à l'époque, puisque je crois que le moteur qui a été utilisé est le moteur d'Autodesk. Continue de faire parler de lui d'ailleurs, puisque vous avez un jeu récent qui s'appelle Helldivers. C'est bien ça, Helldivers qui a utilisé une vieille version de ce moteur de jeu d'Autodesk et qui l'ont adapté pour faire le jeu qu'ils ont fait maintenant et qui a le succès que l'on connaît, même si j'y ai pas touché, que j'y toucherai peut-être pas parce que bon, c'est du jeu en ligne et pour des questions de maîtrise de mon temps, je ne joue pas trop à des jeux en ligne, je préfère jouer à des jeux solo parce que ça me permet de les arrêter quand je joue. C'est un autre sujet, mais pour revenir effectivement à la boucle de jouabilité qui est proposée
proposé dans Deus Ex, effectivement, le défaut essentiel, c'est peut-être un manque de souplesse dans soit l'enchaînement des actes, c'est-à-dire l'enchaînement des phases de jeu en fait que vous allez effectuer, que ce soit entre courir, sauter, entre balancer une arme ou tirer sur un adversaire, sauter à très haute distance, etc. Enfin, il y a un manque de souplesse évident que l'on ne retrouve pas dans Dishonored, par exemple, où le gameplay est absolument malléable. Vous pouvez faire des choses qui m'ont relativement surpris. Même, j'ai vu des gens s'amuser à s'enregistrer, faire des cascades virtuelles avec ce jeu. Et vous avez un YouTuber très connu, en fait, qui fait des takedowns d'une manière absolument incroyable, très créative. Et je crois qu'ils en ont fait la publicité dans Dishonored 2, d'ailleurs, tellement c'était notable, quoi. Alors ça, c'est un élément de critique, mais enfin, c'est vraiment, encore une fois, je veux dire, j'ai apprécié, j'y ai joué à plusieurs reprises, donc ça veut dire que le gameplay est quand même très solide. Mais il y a un autre élément aussi qui était un peu artificiel, pour ne pas dire beaucoup, c'est les thématiques politiques. Et ça m'a posé un vrai problème parce que... Alors, il y a plusieurs choses en fait. Il y a ça, et il y a un manque de clarté aussi au niveau des thématiques et au niveau du storytelling, enfin de la narration qui s'effectue d'un niveau à l'autre quand on joue au jeu. C'est-à-dire qu'on est un peu baladé, mais finalement, il n'y a pas une histoire qui veut dire quelque chose de précis. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Il y a une intrigue avec effectivement un personnage qui disparaît au départ et qui justifie votre transformation en cyborg. Certes, j'ai pas trouvé que c'était... ça donne l'impression d'être plus un prétexte pour vous balader d'un endroit à l'autre, donc avec une forme d'enquête qui vous permet petit à petit de retrouver la trace de l'individu en question, plutôt qu'une vraie histoire. Et il y a des éléments de thématique qui sont utilisés, autant dans Human Revolution, Mankind Divided, il y a cet élément, cette thématique de le fait qu'une majeure partie de la population a maintenant pas juste des implants. Alors quand je dis que ça m'a posé un problème, c'est-à-dire que on est un peu dans la confusion. Encore une fois, vous avez une majeure partie de la population qui maintenant a une prothèse, donc à la place d'un membre en particulier ou plusieurs prothèses. Et donc, vous avez des cliniques pour les prothèses en question. Donc, certes, c'est une chose qui est tout à fait envisageable que des gens, notamment des gens qui, par exemple, ne voient plus très bien, puissent se faire remplacer leurs yeux naturels par quelque chose d'artificiel si la technologie est à disposition à un moment donné. Mais personne ne va se faire remplacer une jambe, un bras ou deux jambes juste pour atteindre des performances. Enfin, vous aurez toujours des gens qui vont plus dans les extrêmes que d'autres et qui feront ce genre de choses, mais c'est pas la majeure partie des gens. Or, dans le contexte du jeu, en fait, il est considéré qu'une majeure partie, une grande partie de la population, une bonne partie, a des prothèses et a des implants. Ce qui ne sera, à mon avis, jamais le cas dans... Alors, il ne faut jamais dire jamais, mais je suis en train de dire que ça aura beaucoup moins d'impact que cela ne peut en avoir dans le jeu, quoi. Ça aura beaucoup moins d'impact dans la réalité que comment cela a été envisagé dans le jeu. Et ça, je pense que c'est tout le problème, c'est-à-dire que la dimension politique du jeu, en fait, elle devient de suite très... C'est le paradoxe, et l'ironie de la chose, mais c'est que ça devient très artificiel, c'est-à-dire qu'on n'y croit pas trop, quoi. Moi, je veux dire, tout l'aspect narratif du jeu, hormis la poursuite de la personne qui a disparu au départ, toute la dimension politique du jeu, elle m'est passée à côté parce que c'était totalement artificiel et pas crédible du tout. Que ce soit... alors, dans Deus Ex le premier, non, puisque là, pour le coup, on finit par comprendre que l'ennemi principal dans le jeu en question, c'est une intelligence artificielle que l'on doit découvrir et dont on doit savoir où elle est localisée pour pouvoir soit la détruire, soit s'associer, soit faire tous les choix que l'on veut. Bon, peu importe. Donc dans le premier, c'est pas un souci, puisque l'ennemi en question est clairement identifié. Mais dans Human Revolution et Mankind, c'est très différent. C'est-à-dire qu'on est en face de mouvements politiques radicalisés qui effectuent des opérations terroristes. Comme par hasard, ça fait presque référence aux thématiques que j'ai évoquées préalablement dans notre podcast. Mais le problème, c'est que c'est traité de manière totalement artificielle et on n'y croit pas une seconde, quoi. Je veux dire, je crois pas une seconde que la majeure partie des gens ont des prothèses, ont des implants, et à cause de ça, vous avez une partie
de politiques, en plus qui sont appelés les Illuminati, donc là de suite on est dans le complot, et qui vont mettre en place des drogues qui vont influer les gens pour qu'ils deviennent complètement fous dès lors qu'ils ont une prothèse qui est insérée sur eux, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. C'est totalement artificiel. Alors, je sais que je répète ça, mais je le répète à dessein parce que c'est vrai. Je trouverais beaucoup plus intéressant, surtout maintenant que l'intelligence artificielle générative, elle est là. On s'en sert, on en discute, on discute avec aussi. Donc, c'est encore plus intéressant maintenant, finalement, d'explorer la thématique dans Deus Ex de l'intelligence générative et finalement peut-être de revenir au concept, à la thématique initiale, ce qui permettrait de voir comment cette intelligence générative se met en compétition avec les êtres humains. Est-ce qu'il y a plusieurs intelligences génératives qui se mettent en compétition les unes avec les autres et qui rivalisent les unes avec les autres? De quelle manière se forment des alliances et dans quel but en fait des alliances sont effectuées, soit entre intelligence artificielle générative, soit entre ces IA et des êtres humains, et quels sont les buts à chaque fois associés à ces alliances? Est-ce que ces alliances sont en confrontation? Pourquoi et en quoi et de quelle manière elles sont en confrontation? Ça, c'est intéressant. C'est une thématique politique intéressante parce qu'on est en plein dedans, dans la réalité. On est en plein là-dedans. Donc ça vaudrait la peine, ça vaudrait d'autant plus la peine d'élaborer une thématique relativement claire. Elle n'a pas besoin d'être dans une complexité absolue, mais relativement claire concernant qu'est-ce qui est en jeu dans le relationnel que nous avons avec les créations que nous avons effectuées en tant qu'être humain et ces créations qui nous répondent. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est que quelle que soit en fait la manière dont elles nous répondent, que ce soit automatisé, pas automatisé, que ce soit sémantiquement juste ou moins, ces créations maintenant nous répondent. Donc c'est le propre même du jeu vidéo d'ailleurs, d'être dans un univers interactif qui vous répond. Alors même s'il y a des tas de trucs qui sont utilisés, même s'il y a des tas de tricheries qui sont effectuées, parce que généralement le jeu en sait plus sur votre manière de jouer que vous ne vous en rendez compte vous-même, sauf quand bien sûr vous êtes capable de vous en rendre compte, et c'est là aussi où c'est intéressant en tant que joueur de comprendre de quelle manière outrepasser certaines règles. Mais sorti de ça, la thématique de Deus Ex, elle était intéressante au départ. Alors c'est ça aussi qui est dommage, c'est que le gameplay en fait s'est amélioré, la qualité graphique s'est améliorée, mais la thématique et l'exploration de cette thématique n'a pas progressé du tout, au contraire. On a essayé de se défausser du problème pour ne pas trop le regarder de près. Et ça, c'est bien dommage. Je pense que ça vaut absolument le coup, en effet, de se pencher là-dessus et d'aller un peu plus en avant concernant tout simplement quel est le rapport que nous avons avec nos propres créations, d'autant plus si nous avons un ou deux personnages qui ont des implants et qui peuvent communiquer avec ce type d'entité. L'autre chose aussi que je voudrais indiquer, parce que c'est bien sûr pas juste la thématique, c'est que le personnage, le problème de Deus Ex, c'est que de début 2000 jusqu'à maintenant, le personnage que l'on incarne est un personnage de sexe masculin. Nous sommes en 2024 et il me semble absolument judicieux que le personnage qu'il puisse y avoir deux expressions, donc un personnage masculin ou un personnage féminin, voire éventuellement qu'on puisse retrouver les deux personnages dans le jeu avec l'un que l'on joue et un autre qui est un personnage non joueur tout simplement, mais ça vaudrait la peine en effet que maintenant, en tant que joueur, hein, puisque la race humaine est à peu près 50-50, à quelques pourcentages près, à quelques points près de pourcentage, pardon. Et donc ça permettrait en effet aux gens et aux personnes de sexe masculin ou féminin de pouvoir choisir le personnage qu'ils veulent jouer. Ça me semble quelque chose d'absolument vital et important à faire à l'avenir parce que maintenant on est en face d'une population de joueurs qui a besoin de se reconnaître dans les personnages qu'ils ou elles incarnent. Donc l'autre élément aussi qu'il faut voir, c'est que effectivement, il y a eu quelques soucis ces derniers mois, puisqu'il y avait un projet de jeu Deus Ex qui était en préparation et qu'il a été annulé parce que... Ouais, donc il faut se rappeler qu'en termes de business, vous avez un groupe qui s'appelle Embracer, qui est un groupe du nord de l'Europe, suédois je crois,
pas tout à fait sûr. Donc vous avez un groupe qui s'appelle Embracer qui a racheté Eidos Montréal. Hélas, comme des tas de gens dans l'industrie du jeu vidéo ces 3-4 derniers mois, dans lesquels il y a eu à peu près 15-16 000 renvois de personnes, comme dans ce genre de cas, ils avaient un jeu, donc une version de Deus Ex qui était en cours de développement depuis environ 2 ans et qui a été annulé. Alors, je voulais indiquer quelque chose par rapport à ça, justement parce que je pense que c'est une des problématiques, comme je le disais au tout début de ce podcast, Deus Ex, c'est un jeu donc, qui parle d'univers cyberpunk avec des personnages qui ont des implants, qui ont des prothèses qui leur permettent de décupler leur force, etc. Et le problème de ça, c'est que vous avez bien sûr Cyberpunk 2077 qui est arrivé et qui est un jeu ouvert, et qui a coûté énormément d'argent, qui s'est ramassé un peu au départ, enfin qui s'est ramassé au niveau de la presse qui s'est ramassée, mais au niveau des chiffres, au niveau de la presse, au niveau du public, la réception n'a pas été bonne, mais au niveau des chiffres, c'est-à-dire les gens qui ont acheté le jeu en question, il y a énormément de gens. Je crois que le jeu a été remboursé en l'espace de 15 jours, 3 semaines. Donc après tout le reste, à partir du moment où ça a été... ils ont récupéré l'essentiel de l'argent de la production, ils se sont concentrés pour améliorer le jeu par rapport aux problèmes qui existaient, aux problèmes existants. Ils ont amélioré le jeu, ils ont mis un DLC, je crois, et ils ont fait en sorte de se remettre à l'ouvrage pour, je veux dire, là maintenant, la complexité des jeux étant ce qu'elle est, ça demande forcément aux développeurs, je veux dire, à rester sur l'ouvrage beaucoup plus longtemps. Donc c'est pareil, toutes ces notions de précommande de jeux vidéo, alors que les jeux ne sont pas finis, c'est-à-dire qu'en fait ils sont pour l'essentiel, ils sont features complete comme on dit, mais il n'y a pas, enfin le problème c'est que vous avez énormément de bugs très régulièrement dans tous ces jeux qui ont été précommandés, et donc les clients se retrouvent avec un jeu qui fonctionne pas aussi bien qu'ils l'apprécieraient. Même dans des jeux qui fonctionnent, moi ça m'est arrivé par exemple de baisser la résolution d'un jeu. Je pense que c'était XCOM, le remake de XCOM, donc début 2010, et de mettre une résolution 800-600 plutôt qu'en haute définition en 1080 parce que le jeu ne tournait pas très bien, quoi. Donc bon, ça va, je voyais pas trop la différence, j'étais sur un moniteur 18 pouces, donc la différence n'était pas aussi visible que ça. Mais il n'empêche, ça montre bien que les problèmes d'optimisation du code sont là. Vous devez bien avoir des équipes qui vont faire le service après-vente, et que ce service après-vente, il fait la différence dans la manière dont un jeu sera perçu, sera d'abord reçu, ensuite perçu, et ensuite va continuer à être vendu. Parce que si les efforts ne sont pas faits en fait pour maintenir le jeu et virer tous les problèmes qu'il y a à l'intérieur, c'est une catastrophe, quoi. Enfin, l'aparté étant fait, Deus Ex, en tout cas, il y a un nouveau jeu qui était en préparation. Il y a 2 ans de pré-production. Il était en développement, donc il y avait 2 ans de pré-production là qui sont passés à la trappe. Et ça, je pense, et je suis en train de lire d'ailleurs qu'il y a 97 personnes qui sont parties de la société et qui travaillaient dessus, quoi. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Donc ça veut dire, enfin c'est plus que de la pré-prod là, ça devait être un démarrage de production. Mais je pense que, enfin, au-delà des coûts, au-delà du concept, encore une fois, pour revenir sur Cyberpunk 2077, c'est qu'il y a une comparaison qui est immédiatement possible à faire entre Cyberpunk 2077 et Deus Ex. La différence étant que Cyberpunk, maintenant, a une traîne. En fait, le marketing a commencé en 2018, on continue à parler du jeu, on est en 2024. Donc ça montre bien que le jeu a un impact important sur le marché du jeu vidéo, et qu'il a pris le positionnement de numéro un dans tous les esprits concernant les jeux de ce type, dans ce type d'univers, quoi. Donc, univers urbain, dans un futur proche, avec des implants, avec des prothèses, etc. Donc, Deus Ex se retrouve maintenant en challenger, ce qui n'était pas le cas. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi adapter le budget à ce que vous allez faire. Et moi, à mon avis, je pense que, enfin, là, c'est un avis purement personnel,
Mais je pense qu'en effet, il est important de garder en fait le concept qui a été mis en place dans Mankind Divided, où le personnage finalement visite un certain nombre de quartiers, d'accord, et le fait d'ailleurs via le paradoxe, c'est que vous avez même une rame de métro dans ce jeu, dans la dernière instance de Deus Ex. Vous prenez le métro, alors bien sûr, hein, ça passe très très vite, pour passer d'un quartier à l'autre. Mais mine de rien, ça permet finalement de ne pas avoir à créer un jeu ouvert en entier, comme cela a été fait, ou une ville entière, avec les alentours, avec les paysages alentours, avec des petites villes aux alentours, etc., où ça va demander un travail assez herculéen, en fait, pour développer tout ça, quoi. Donc je pense que faire du level design avec du hub, à mon avis, c'est la meilleure des solutions, et garder le gameplay, faire en sorte qu'il soit un peu plus souple qu'il ne l'était préalablement, modifier la thématique pour qu'elle soit beaucoup plus prégnante qu'elle ne l'est jusqu'à présent, ça vaut le coup, à mon avis, d'avoir comme challenger, c'est-à-dire d'avoir un jeu qui coûtera certes moins cher qu'un Cyberpunk à faire, ce qui ne veut pas dire que ça va rien coûter. Il est évident que de toute façon, dès lors que vous faites ce type de jeu, il y a des budgets assez importants à mettre. Mais je pense que ça vaut la peine, en tout cas, d'explorer les thématiques de l'intelligence générative et de son rapport avec l'être humain. Je pense que, par exemple, pour les formats cinéma, c'est compliqué à faire, même si c'est possible. Je pense pour les formats séries, quoi qu'il y a quelques séries quelques séries en télé, en effet, qui ont été développées et qui ont été adaptées de bouquins, notamment, et qui valent la peine d'être explorées. Mais bon, tout ça est quand même, ça coûte relativement cher de part et d'autre, et puis c'est pas nécessairement des expériences qui font rester si le propos n'est pas, comment dire, suffisamment développé. Je pense qu'il y a une chance véritable avec Deus Ex de faire quelque chose qui impacte les gens, que ce soit en termes visuels, que ce soit en termes interactifs, que ce soit en termes thématiques. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir les budgets de Cyberpunk pour y arriver. Je pense que Deus Ex peut être un très très bon challenger, et surtout un challenger maîtrisé en termes budgétaires. Parce que je pense que Embracer Group a dû avoir un peu peur par rapport à justement au fait que Cyberpunk 2077 est quand même extrêmement présent dans l'esprit des gens, et que ce sera difficile pour Deus Ex de faire sa place. Et la seule manière, à mon avis, pour Deus Ex de faire sa place, c'est d'avoir une exploration de la thématique cyberpunk, entre guillemets, un peu plus étoffé que cela n'a pu être fait jusqu'à présent. C'est un avis purement personnel. Et le fait de rajouter un personnage féminin. Et au passage, enfin je le dis comme ça, au passage, personnellement écrit un scénario où vous avez un personnage cybernétiquement amplifié, on va dire, qui se trouve dans un futur proche, dans une ville, une grande ville de type... des types qui sont explorés dans Deus Ex, quoi. Je veux dire, le truc, c'est d'avoir suffisamment de narration, suffisamment d'éléments narratifs pour supporter le fait que vous ayez des personnages qui aient l'air d'être vivants, ou qui ont un emploi du temps et qui ont des choses à faire et qui ont des problématiques. Et surtout que votre personnage à vous, enfin, il est à vivre des événements qui vaillent la peine d'être vécus à travers un jeu vidéo, quoi. Donc c'est aussi à ça qu'il faut penser, quoi, à mon avis. Et je pense que c'est là où la franchise Deus Ex, ça serait dommage de la laisser de côté trop longtemps, simplement parce que Cyberpunk a pris le pas dans le genre en question, quoi. Il y a des choses à faire. Ce qu'il faut comprendre aussi concernant la thématique entre les implants et les prothèses, c'est que je suis aussi quelqu'un qui lit beaucoup de science-fiction, plus de science-fiction d'ailleurs que de fantastique, hein, que ce soit du Alastair Reynolds, que ce soit du Peter F. Hamilton, que ce soit du Banks, que ce soit d'autres. En tout cas, c'est généralement du space opéra de haute volée, du Vernor Vinge, des choses comme ça. Donc, des gens qui quand même font pas semblant dès lors qu'ils s'emparent d'un sujet, et ils ont une certaine tendance à aller jusqu'au bout. Et c'est bien tout le problème, c'est qu'on est à une époque où l'intelligence artificielle générative a de l'importance, et on a l'occasion, parce qu'on a des jeux qui thématiquement sont très proches de cette thématique, n'ont pas osé l'utiliser pour aller un peu
plus loin dans l'exploration de cette thématique, au-delà bien sûr des aspects de gameplay qui sont d'ores et déjà là, qui sont d'ores et déjà fonctionnels et qui permettent d'avoir une jouabilité plus qu'intéressante. Comme j'ai dit, la jouabilité, c'est 90% qui est très très bien. Il y a 10% de réglage pour que ça soit un peu plus souple. Et alors peut-être que ces 10%, on va dire entre 5 et 10%, peut-être que ce petit pourcentage est très difficile à atteindre parce que ça demande des réglages extrêmement pointus et précis pour avoir accès à cette souplesse-là. Voilà. En tout cas, je pense que ça ne vaut pas la peine d'essayer de se mettre en compétition avec Cyberpunk 2077. D'abord parce que les gens qui apprécient ce jeu vont avoir besoin de quelque chose qui se différencie. Et je pense que là où Deus Ex peut effectivement se différencier, c'est dans l'exploration de la thématique de l'intelligence artificielle. Parce que c'est quelque chose qu'il a fait initialement. C'est un jeu qui a produit justement ses effets initialement et qu'il a très bien fait. Et je pense qu'avec toutes les connaissances que nous avons maintenant, que ce soit culturel, mais que ce soit dans le réel, que ce soit dans ce qui est fait, je pense qu'on pourrait faire un jeu d'une certaine actualité, en fait, enfin dans un futur proche, certes, qui est toujours mis en place dans un futur proche, mais qui en même temps parlerait des préoccupations dans notre réel que nous pouvons avoir, nous, vis-à-vis des intelligences génératives qui sont mises en place au jour d'aujourd'hui. Et je pense que ça serait une manière pour la population dans son ensemble de mettre la main sur un jeu qui fait le choix de cette exploration. Je pense que ça vaudrait le coup. Il est évident que on peut comprendre, comment dire, le fait que les développeurs se soient défaussés de ces problématiques-là, puisque l'intelligence artificielle générative a un impact dans l'industrie du jeu vidéo. C'est pas la peine de se voiler la face, mais justement, c'est que je pense que c'est un des éléments qui fait tellement peur dans cette industrie parce que ça couvre tellement de domaines que les gens ne veulent pas nécessairement en parler, mais je pense qu'au contraire, c'est exactement ce qu'il faut faire parce que je pense que la population serait capable d'y répondre d'autant plus fortement si elle pouvait avoir accès à un jeu qui ose, qui fait le pas justement de discuter de ça sans voiler l'ensemble des conséquences que cela suppose, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Ça permettrait en tout cas d'y voir plus clair et ce à travers un jeu. C'est pas l'objectif principal d'un jeu, bien entendu, mais imaginez-vous quand vous avez un gameplay qui est d'ores et déjà bien ficelé, avec une relative souplesse qui permet de jouer très correctement, donc quel que soit l'environnement en question qui est mis en place, si en plus vous ajoutez à ça l'exploration d'une très bonne thématique, mais c'est le jeu absolu, quoi. C'est l'expérience de jeu absolue. C'est n'importe quel joueur a envie de jouer, n'importe quel développeur a envie d'explorer aussi. Enfin, peut-être pas tout le monde, il est évident. Je pense que c'est quelque chose qui a du sens à notre époque et qui me semble absolument vital d'être mis à la disposition d'un public. Voilà, donc, eh bien écoutez, j'espère mon parti pris concernant ce jeu vidéo aura su vous intéresser d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je pense que ça vaut la peine, comme je ne cesse de le répéter, d'explorer cette licence. Il ne faut pas la mettre sous le tapis pendant 20 ans. Au contraire, que c'est d'autant plus maintenant qu'il faut essayer d'en faire quelque chose, mais de ne pas essayer de se mettre en compétition avec les plus gros, parce que les plus gros qui sont Cyberpunk et GTA, que ce soit le cas le 5 ou le 6, dire Deus Ex n'est pas de nature à vouloir se mettre en compétition avec ce type de licence, ça vaudrait pas la peine. Il faut proposer quelque chose de différent qui soit complémentaire, et dans ce sens-là, les joueurs suivront. Voilà, j'espère que vous avez eu une bonne écoute, et je vous dis à très bientôt sur le podcast Cyberpod. Au revoir.